Hello, je vous retrouve aujourd'hui en mode chill, tranquillou, pour vous faire le nouveau point lecture des lectures de mars. Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture sur les lectures encore de mars. Oui, je sais, normalement la vidéo va apparaître au mois de mai, mais effectivement je lis beaucoup en ce moment et du coup j'ai plein de choses à vous présenter. Une partie qui est ici d'ailleurs, hop, voilà. Et puis, bon, alors j'espère... Je sais pas trop quoi penser en ce moment des vidéos point lecture parce que ça fait 2 fois que ça fait un flop total. Alors c'est vrai que j'ai vu d'autres booktubeuses qui disaient qu'effectivement c'était très compliqué au niveau des points lecture en ce moment. Que ça marchait pas trop. Après, je vous avoue que je me vois pas ne pas faire de point lecture quoi, sur une chaîne de lecture et de livres. Donc, il y en aura forcément, même si c'est pas ce qui marche le mieux, même si c'est pas ce qui plaît le mieux. Alors après, j'ai toujours un noyau dur qui est vraiment, je pense, très fidèle, qui est là tout le temps. Je le vois par des petits messages qui me sont envoyés, par les commentaires qui sont mis. Donc clairement, je vais continuer ces points lecture. Hein. Je ne veux pas faire une chaîne sans points lecture, c'est pas possible. Et du coup, j'ai eu pas mal de bonnes lectures au mois de mars, des lectures qui m'ont pas mal retourné le cerveau aussi. Et puis du coup, je vous propose de commencer avec la toute première lecture. Alors la première lecture dont je vais vous parler, je n'ai plus... Enfin si, j'ai le livre, mais en version e-book. Je l'avais emprunté en médiathèque et... je ne l'ai plus, je l'ai rendu et il y a une lecture commune qui a été mise en place et j'avais plus le livre, bon du coup je l'ai pris en e-book. C'est Palace de Marine Carteron aux éditions du Rouergue. Il y avait un moment déjà que j'avais envie de lire cette réécriture de la guerre de Troie. Alors par contre ça se passe avant la guerre de Troie. Bien, ouais, une ou deux générations avant, je pense, ouais, une ou deux générations. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est young adulte, mais c'est vraiment du young adulte bien travaillé. On va suivre un personnage féminin, voilà, qui est une princesse de Troie, qui, voilà, son père, le roi de Troie est un véritable tyran. Sa mère est grande prêtresse au temple d'Athéna, qui a une place importante, évidemment. Et voilà, sa mère voudrait qu'elle devienne aussi prêtresse à son tour. Elle n'a pas forcément envie. Donc il y a une version, un côté assez féministe dans cette, sans que ce soit lourd, dans cette réécriture de Troie. Et puis on voit tout ce qui s'est passé avant. Moi, il y a des épisodes que je ne connaissais pas, notamment le fait que les Argonautes avec Jason et Hercule aient mené une guerre contre Troie, qu'on voit dans ce premier tome. Voilà, il y a plein de personnages mythologiques. Alors, pour l'histoire, pourquoi Pallas vous avez peut-être déjà entendu qu'on disait Athéna, on disait Pallas Athéna. En fait, c'est en l'honneur, alors selon la légende grecque, donc là c'est un petit peu travaillé de façon différente, mais Pallas c'était, je crois qu'elles étaient sœurs de lait, c'est-à-dire que c'est la même femme qui les a allaitées, je sais plus trop. Enfin bref, elles étaient très amies. Et malheureusement, Pallas, enfin dans la version d'origine, celle que j'ai lue, parce qu'il peut y avoir plusieurs versions aussi, celle que j'ai lue, Pallas était une humaine, elle était la meilleure amie d'Athéna et elle se lançait un disque ou une balle, je sais plus trop. Sauf que Pallas est une humaine et Athéna une déesse, et sans le faire exprès, Athéna a lancé trop fort le projectile avec lequel elle jouait et Pallas est morte et voilà, en l'honneur de Pallas, elle porte son nom. Elle s'en est jamais remise. Encore une fois, dans ce roman, on voit toute la cruauté des dieux, hein, c'est notamment de Zeus. Mais on voit aussi certains, si vous connaissez la guerre de Troie, vous allez capter les clins d'œil et comprendre de quel personnage on parle. On voit les parents de futurs personnages qui ont une place très importante dans le mythe de la guerre de Troie. D'ailleurs, il y en avait un, je ne comprenais pas trop, parce que j'ai dit, ouais, mais attends, c'est pas normal, lui. Mais après, ça s'explique. Donc, c'est vraiment bien fait. Et puis, on voit aussi les dieux qui commencent à poser leurs pions aussi. Comment ça va se passer? Certains humains qui ont quand même les dents qui rayent le parquet, qui ont des envies de pouvoir. Donc on sait, en connaissant la guerre de Troie, on sait comment ça va se terminer. Après franchement, l'écriture de Marine Carteron est vraiment super. Elle est vraiment très entraînante. Je ne connaissais pas du tout le personnage féminin principal. Ça a été un plaisir de la découvrir et de tout voir à travers ses yeux. Voilà, puis il y a une portée, effectivement, on voit à travers le regard des femmes. Et je trouvais que c'était bien fait parce qu'au début, elle
C'est vrai qu'au début, l'Iliade qui raconte la guerre de Troie, a été, enfin on n'est pas sûr à 100 mais du moins en partie, contée par Homère et ça a été mis par écrit plus tard. Et c'est vrai que ça commence, voilà, c'est assez grandiloquent. Moi j'ai essayé de lire l'Iliade, j'ai pas réussi à aller au bout, c'est imbuvable, c'est imbuvable. Il y en a qui y arrivent, hein, moi j'ai pas pu. Pourtant j'ai essayé parce que j'adorais la mythologie gréco-romaine. Et voilà, c'est très, ouais, ça part très dans la glorification, c'est écoute, en fait, hein, écoute, parce que l'Iliade, par Homère, ça tourne surtout autour de la colère du héros Achille. Donc ça commence comme ça, écoute la colère des dieux, la colère d'Achille. Et là, Marine Carteron commence en disant, écoute la colère des femmes qui ont été oubliées en fait. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a un langage assez, parfois qui fait assez contemporain, un peu familier peut-être, mais je trouve que c'est bien incorporé au récit, même si voilà c'est une légende grecque. Je trouve que ça passe très bien et du coup c'est entraînant, ça donne envie de découvrir le livre et d'aller plus loin. Et voilà, cette écriture moderne avec ce mélange voilà, de mythologie grecque avec un discours plus empoulé, plus emphasé, où voilà, écoute la colère d'un tel ou d'une telle, et voilà, il y a même des extraits de l'Iliade, mais voilà, elle a su mettre en fait un côté très moderne avec un regard féminin, donc tout autre, dans un récit qui est très très vieux, et c'était vraiment passionnant. J'ai lu aussi en lecture commune, alors c'était organisé par les éditions Ouzou, parce que pour la sortie du tome 2, les Whisperwicks, tome 1, Le labyrinthe sans fin de Jordan Lees. Donc là on est vraiment dans du jeunesse, hein, malgré l'épaisseur du livre, voilà, on est dans du jeunesse, donc le 2 est sorti. Il y a une version reliée collector, puis il y a la version brochée. J'avoue, je préfère la version brochée, moi, pour une fois, c'est très bien. Là, on va être en fait dans un jeune héros qui va être plongé dans un monde fantastique. Alors ça commence, c'est assez mystérieux au début. On suit un jeune garçon, il a une sœur, ils sont très proches, mais apparemment il y a eu des événements qui font qu'ils ne sont plus si proches que ça. Et il entend des voix qui lui disent d'aller se rendre chez un auteur très connu. Et là, bon, il va se passer un drame. Et ensuite, on va suivre Benjamia. Alors, Benjamia, il vit dans notre monde, à notre époque. Il aide sa grand-mère qui tient une librairie. Ses parents sont partis en vacances. Enfin, en fait, le couple formé par ses parents ne va pas bien du tout. On parle de divorce, donc ça bouleverse énormément Benjamin. Voilà, qui n'a pas envie que ses parents se séparent, qui veut garder sa vie d'avant, donc il est assez en colère. Et puis un soir, enfin, ses parents vont lui envoyer un cadeau, une étrange poupée. Et puis cette poupée, pour finir, elle bouge. Alors il ne sait pas si c'est lui qui rêve au départ. Pour finir, il se dit c'est vrai, sa grand-mère ne le croit pas. Et pour finir, cette poupée va l'emmener dans le monde des Daleum, je vais y arriver. C'est une ville, en fait, qui a appartenu autrefois à des mages très puissants, mais qui ont abusé de leur pouvoir, de leur position, et ils ont lancé une malédiction sur cette ville, ce qui fait que les rues bougent tout le temps. Donc vous ne pouvez jamais vous repérer dans cette ville. Vous n'avez pas intérêt à vous éloigner trop loin de votre maison, sinon vous ne la retrouvez pas. Et puis ces mages ont été chassés du trône et remplacés par un autre tyran appelé le Minotaure. Donc voilà, on a aussi un petit peu de folklore qui... Bah, il y a pas mal de références à notre folklore et aussi à la culture pop. Il y a plein vraiment de références à la culture pop, à des films ou des livres. Voilà, je crois qu'il y a des références à Narnia, à comment... bon, j'ai pas retrouvé le titre du film, mais c'est pas grave. Voilà, il y a plein de références comme ça. Et c'était vraiment bien fait, c'était vraiment entraînant. Et puis, bah, notre pote Benjamin, il se retrouve dans cette ville, il comprend rien ce qui lui arrive. Et puis, il va rencontrer le père du jeune garçon qui disparaît au tout début. Il va rencontrer la sœur de celui-ci, qui s'appelle Elisabella. Et puis, ils vont partir à la recherche de son frère. Il va leur arriver plein d'aventures. Alors, les Whisperwicks, on sait ce que c'est exactement. Au fur et à mesure de l'histoire, en fait, c'est des sortes de lanternes. Vous voyez, on voit plein de lanternes comme ça. Et en fait, le frère d'Elisabella a laissé plein d'indices dans ces lanternes. Ce sont des lanternes qui laissent des messages, des murmures. Et voilà, il les a mis dans des endroits impossibles. C'est fait qu'ils ont énormément d'épreuves à traverser. C'est voilà, c'est plein d'imaginaire. Ça va, c'est pas trop cliché.
Parce que c'est des fois, on retrouve toujours un petit peu ce truc du, voilà, du personnage qui arrive dans un monde fantastique. Là, c'est pas trop cliché. Par contre, ça reste assez jeunesse, hein. C'est vrai que ça peut être lu par des plus jeunes. Je pense qu'à partir de 9 ans, ils peuvent le lire s'ils sont de bons lecteurs, parce que c'est vrai que c'est, voilà, c'est très aéré, mais ça reste quand même un gros livre. Mais en tout cas, ça se lit très bien. Oui, il y a des choses, on se dit, bah oui, comme par hasard, ça se passe comme ça. Voilà, ça arrive un peu à point nommé, mais encore une fois, on est dans de la jeunesse, donc c'est normal qu'il y ait, oui, des choses qui paraissent un petit peu peut-être simplistes à nos yeux d'adultes. Mais franchement, ça a été une bonne lecture, et clairement, je lirai le tome 2 aussi. Et là, nous arrivons à ces livres qui m'ont retourné le cerveau. Alors, pas pour les mêmes raisons, hein, et puis c'est pas le même genre de livre, mais vraiment, c'est des livres qui m'ont fait mouliner, qui m'ont obligé à me concentrer, à me poser des questions, à réfléchir. Et le tout premier, c'est Les Chants de la Lune de Catherine Dufour chez Robert Laffont dans leur collection Ailleurs et Demain, que j'avais dans ma palle depuis un moment. Et c'est pareil, c'est une lecture commune. On va suivre Elle Jarline, ce personnage qui est là, ouais, qui a, est-ce qu'on voit le, voilà, il y a un chat aussi avec elle. Alors c'est un vrai chat, mais qui a été modifié, ce qui fait qu'il peut parler. Et vous voyez la Terre, vous voyez le dôme, voilà, les humains ont quitté depuis longtemps la Terre puisque ce n'est plus vivable, et puis ils se sont réfugiés sur la Lune, et il y a notamment des champs, des cultures, qui sont protégés par des dômes pour faire pousser de quoi manger pour les humains. Alors on va suivre El Jarline. Alors c'est vrai que elle est assez, voilà, elle tient un journal de bord. En fait, elle est obligée de tenir, puisqu'elle s'occupe d'un champ, elle est obligée de tenir un journal de bord pour le gouvernement en place, pour leur dire ce qui se passe. Mais on lui a reproché d'être trop froide dans ses explications, donc elle essaie d'être un petit peu plus humaine. Et ouais, ça va enclencher d'autres choses, parce qu'elle est très, c'est très froid. Elle dit, voilà, il fait telle température, il y a eu telle chose, c'est très très froid. Et du coup, ce personnage est très mystérieux, parce que c'est vrai, pendant la lecture commune, on s'est dit, mais c'est un être humain ou pas? On s'est posé plein de questions. Alors on a, je pense, une réponse à la fin. Voilà, c'est dit très discrètement, mais je pense que c'est, voilà, c'est la réponse à nos questions. Et voilà, on va la suivre le long de son parcours. Alors c'est de l'ASF, je pense qu'on peut classer même en hard SF, puisque j'ai vu qu'en hard SF, on pouvait mettre tout ce qui est science, et notamment la biologie. Or, on va énormément parler des plantes, parce que El Jarline, voilà, son rôle, c'est de faire pousser des plantes pour que les humains aient à manger. Et puis on voit comment les plantes ont évolué sur la Lune. Voilà, on voit en fait comment les humains ont évolué sur la Lune. Donc les guerres qu'il y a eu avant, enfin, encore une fois, voilà, l'humain dans toute sa splendeur, qui se bat pour... il change de planète, mais il continue à se battre, alors que la Terre a déjà été complètement flinguée. On voit, il y a très peu d'animaux, de mammifères, et ils n'ont pas vraiment su s'adapter à l'atmosphère de la Lune, ce qui les rend d'autant plus précieux. Il y a une scène qui est quand même assez dure avec des animaux, et on se dit, alors que les animaux sont hyper précieux, et voilà, les humains ne les traitent pas bien, mais bon, voilà, encore une fois, l'humain. Et il y a surtout, je trouve, un hommage dans ce livre à tout ce qui est plus petit, c'est-à-dire les insectes, les micro-organismes, les plantes, et parce que c'est vrai que sans eux, on ne peut pas vivre non plus. On est obligé, tout ça forme un tout dont on a absolument besoin. Et voilà, El Jarline va nous détailler ça. Alors, du coup, je comprends que pour certaines personnes, ça a pu être une lecture compliquée, et qu'il n'ait pas adhéré à cette lecture. Moi, j'ai vraiment aimé, même s'il y a des trucs, j'avoue, je n'ai pas compris, parce que ça rentre trop dans la biologie, et je ne suis pas biologiste, et je suis nulle en ce qui concerne les plantes, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier la beauté et la poésie de ce roman, puisqu'on contemple tout à travers les yeux de cette femme, et comment elle voit les choses, et la beauté du monde, tout simplement, la beauté, effectivement, de voir la Terre à partir d'un certain endroit de la Lune, ou voir le lever de soleil aussi à partir d'un endroit de la Lune, de voir comment les plantes évoluent. Il y a des plantes voilà, qui ont évolué, d'autres pas. Il y en a qui vivent en symbiose, d'autres il ne faut absolument pas les mettre ensemble. Tout ça, c'est un savoir très important que El Jarline a acquis. Et pareil pour les micro-organismes ou les insectes. Il y a toute une scène avec une petite araignée. Moi qui déteste les araignées, je vous assure, j'ai craqué. Elle est trop mignonne. Et on voit toute l'importance, effectivement, aussi voilà, de ces petits insectes qui sont très importants pour la vie. Elle reçoit de temps en temps des enfants qui viennent voir comment poussent les cultures sous ce dôme. Et elle va surtout prendre un peu sous son aile une jeune fille, enfin une petite fille, je ne sais plus son nom.
Donc elle va prendre une petite fille sous son aile et petit à petit, c'est pour ça qu'on s'est posé aussi des questions sur El Jarline, parce que on voit qu'elle commence à s'adoucir au fur et à mesure de ce qu'elle raconte, et on voit qu'elle est un peu perdue face aux sentiments et aux émotions qu'elle ressent. Donc on se dit, bon, est-ce qu'elle est humaine ou est-ce qu'elle a été programmée? Est-ce que c'est une humaine mais qui a été programmée pour ne pas avoir de sentiments et faire son travail? Alors on est un petit peu dans le flou. Mais en même temps, à un moment, on ne cherche plus trop à savoir. On suit El Jarline tout simplement à travers voilà, ces expéditions pour aller voir les sols lunaires qui sont les habitants de la Lune, les humains mais qui vivent dans le sol de la Lune. Elle va aller aussi dans une cité franche, c'est-à-dire qui n'est pas gouvernée par le gouvernement qui est en place et qui est libre, mais qui, quelque part, ben, il y a des excès aussi qui sont vraiment lamentables, hein. C'est un peu la loi du plus fort, du coup. Elle va rencontrer d'autres personnes, alors je sais pas si c'est pareil, on ne sait pas si ce sont des êtres humains ou des gens comme elle, on ne sait pas trop. Elle les nomme par leur titre. On a le zoologue par exemple, hein, qui s'occupe de tout ce qui est évidemment les animaux, donc elle échange voilà, ses points de vue avec eux, ce qu'elle a pu constater. On voit que la vie sur la Lune est très très dure, que les humains ont eu beaucoup de mal aussi à s'y adapter évidemment. Quel est leur rapport aux disparus, voilà, comment ils ont fait pour enterrer leurs premiers morts. C'est très compliqué, et c'est beau en même temps, c'est très dur, c'est beau, c'est très poétique. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice. Elle a écrit aussi des romans de fantaisie, et apparemment avec de l'humour. Je sais pas trop, pas trop le mélange humour fantasy, mais j'ai quand même envie de découvrir d'autres romans de cette autrice. Et là, c'est vraiment très beau, c'est plein de poésie. Il y a aussi la fièvre aspic qui décime les humains, une fièvre assez étrange, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas la guérir. El Jarline va aussi enquêter là-dessus. En même temps, elle constate des choses un peu étranges. Par exemple, il y a une prolifération d'une nouvelle plante qui ressemble à des petites méduses, sauf que ce sont des plantes. Et bon, elle essaie d'avertir le gouvernement sur ça en disant bah, ils sont en train de tout bouffer en fait. C'est pareil, elle a une fissure au sein de son dôme. Elle avertit le gouvernement qui n'a pas l'air de bouger. Voilà, donc on va voir la résolution en fait, de ces enquêtes aussi qu'elle mène à la fin du roman. Et moi, franchement, j'ai adoré, mais encore une fois, c'est vrai que c'est assez... oui, on est assez dans la contemplation, on suit El Jarline et ses réflexions tout au long du roman. En même temps, il est assez court, mais il est court, mais il est quand même très dense, hein. C'est vrai que c'est une lecture où il faut quand même se concentrer, mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment été une très belle lecture. Et puis la fin, alors oui, la fin peut paraître très dure, mais en même temps, elle paraît logique, on peut comprendre aussi le choix de El Jarline, et l'évolution de ce personnage est superbe aussi, puisqu'elle apprend à s'ouvrir aux autres, à découvrir les émotions. On voit comment elle peut être perdue avec ses émotions, et c'était vraiment beau de la suivre. En tout cas, c'est un roman qui a été un petit coup de cœur, et ben, je vous le conseille aussi si, voilà, si vous voulez lire de la SF qui ne soit pas trop voilà, tout le temps dans l'aventure, dans les gros rebondissements, mais quelque chose qui parle de la vraie vie, ce qui pourrait être la vraie vie sur la Lune, et ce que, voilà, l'évolution de sentiments humains et l'évolution de la vie humaine sur la Lune. Alors, le suivant, je ne l'ai plus non plus, puisque ma mère me l'a piqué. C'est Conjuration, tome 2, héritière de l'Empire de Bloen-Guillou aux éditions Naos. Et encore une fois, voilà, Naos, à chaque fois, ils tapent dans le mille avec moi. J'adore ce qu'ils font. Donc, bon, évidemment, lisez le tome 1 avant. Alors, c'est une duologie. Donc, c'est voilà, c'est pas une saga à rallonge. C'est clos en 2 tomes. Dans le tome 1, on suivait Livia, qui était otage de l'Empire. C'est le titre du premier tome. On est dans un monde imaginaire, mais qui prend ses influences vraiment dans la Rome antique, hein. L'empire qu'on va suivre, on aurait l'impression d'être dans la Rome antique. Et Livia faisait partie d'un royaume qui a été conquis par ce royaume, qui s'inspire fortement de Rome. Et voilà, elle a perdu une partie de sa famille, elle a été emmenée en tant qu'otage. Donc elle a grandi avec les enfants de l'empereur, mais évidemment tout en étant une otage. Là, on la retrouve des années plus tard, et on découvre qu'elle est fiancée au fils de l'empereur. Donc vous voyez, elle a quand même grimpé les échelons, mais en même temps, elle ne s'entend pas du tout avec l'héritière de l'Empire qui est Agrippine, puisque à la différence de Rome, dans Conjuration,
c'est le ou la première-née qui hérite du trône. Donc là, c'est Agrippine. Et puis, son père meurt assez brusquement. Et elle se retrouve voilà, à la tête de l'Empire. Sauf qu'elle et Livia ne s'entendent absolument pas. J'avoue que j'avais un peu peur quand j'ai lu le tome 1. Parce que je me suis dit, oh là, deux personnages féminins comme ça qui ont l'air de... Voilà, d'être très ambitieuse, ça va peut-être pas forcément me plaire. Et en fait, j'ai adoré, j'ai adoré les deux, alors, surtout Livia. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Agrippine, mais alors je conçois que ça peut rendre un peu fou et paranoïaque d'être à la tête d'un tel empire, mais quand même, ce qu'elle fait... Bon, après, Livia, elle est toujours un peu sur la tangente, c'est-à-dire que elle veut... Elle pense que Agrippine est une dictatrice en puissance, donc ça l'embête un peu qu'elle voilà, qu'elle règne sur cet empire. Elle veut que les otages soient mieux, ne soient plus des otages, déjà qu'on n'enlève plus des enfants à leur royaume. Elle veut qu'ils soient bien, elle veut qu'il y ait une justice pour tous, pour les gens du peuple aussi. Le fils de l'empereur est dans la même idée aussi qu'elle. Mais voilà, et on voit ces deux femmes en fait qui se battent pour le pouvoir et jusqu'où on peut aller pour le pouvoir. Et c'est... y a aussi voilà, un peu de romance, un peu de sentiment aussi. Mais c'est le genre de roman où vous vous dites à qui peut-on faire confiance, qu'est-ce qui va se passer et qui va mourir. On sait que ça, fatalement, ça va arriver. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas, voilà, on se dit, le tome 2, je me suis dit, Olivia, là, est-ce que tu peux faire confiance voilà, à chaque fois, on se pose cette question, peut-on faire confiance à un tel ou une telle? C'est voilà, le genre de roman qui vous tient sur la corde raide tout le temps. Et du coup, j'ai trouvé ça très, très, très addictif, et encore plus dans le tome 2. Je me suis même dit, mais c'est pas possible, elle va jamais réussir à faire un tome 2, à faire qu'en 2 parties. Mais si, l'autrice a bien réussi, c'est bien tourné, j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouvais que c'était bien trouvé. On a aussi de la magie, voilà, on a des mages, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, ils sont débordés par leur magie. Pour la plupart, ils deviennent fous, donc ils sont relégués sur une île, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Voilà. Donc il y a un système de magie qui est plus développé dans le tome 2, et puis encore une fois, il y a beaucoup de complots, de confrontations. On a ces deux femmes voilà, de caractère qui sont pas semblables et qui, en même temps, avec leur désir voilà, d'être au pouvoir, se ressemblent plus qu'elles ne le croient elles-mêmes. C'était vraiment bien fait. Bon, moi, j'ai une préférence pour le personnage d'Olivia, mais je sais que beaucoup de monde, beaucoup de personnes ont apprécié Agrippine. Mais voilà, chacun son truc. Et non, franchement, c'était... j'ai adoré. La fin était pour moi bien trouvée aussi. Il n'y a pas eu de temps mort. Franchement, c'est une duologie. Alors, je vous dis, ça vous fait... Pareil, ça vous retourne bien le cerveau parce que ne faites confiance à personne. Ça pourrait être le mot de... Voilà, le mot, enfin, la phrase clé de cette duologie. Et puis, surtout, encore une fois, le pouvoir corrompt, quoi. Le pouvoir vous amène à faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire voilà, pour accéder à ce pouvoir, pour avoir plus de pouvoir. Et dans le tome 2, c'est encore pire, quoi. Ça clash à tout va. Enfin, voilà, ça a vraiment été une bonne lecture. Voilà, si vous voulez, c'est pas trop long, voilà, une duologie qui se lit très bien, qui va pouvoir parler de pouvoir, de femmes fortes, ça fait du bien aussi, ça nous change un petit peu des lectures habituelles. Voilà, et puis surtout du pouvoir et des arcanes du pouvoir et des coulisses du pouvoir. Alors, c'est du young adulte, donc c'est peut-être pas hyper creusé par endroits, mais c'est quand même, enfin c'est Naos, hein, c'est quand même bien fait, c'est quand même bien creusé, c'est quand même très fort, je trouve. Et voilà, c'était vraiment de bonnes lectures, et encore une fois, une lecture de qualité. Alors celui-ci, je l'ai reçu en service presse de la part des éditions de L'Homme sans nom, puisque je suis partenaire avec eux cette année. C'est le premier service presse que je reçois de leur part. C'est Passer sans silence d'Adrien Mangol, qui a écrit aussi Seconde Humanité, Prototype et Journal intime d'un Dieu omniscient, avec lequel j'avais pas trop accroché. Et du coup, j'avais un petit peu peur de me lancer dans cette lecture. Et en fait, j'ai largement préféré celui-ci. Alors, il y a des références aux autres livres Prototype et Seconde Humanité, mais ça gêne pas la lecture. Par exemple, l'action se passe durant la Seconde Humanité. On se doute que la Première Humanité, on comprend, c'était nous en gros, et voilà, il y a eu un cataclysme, une fin du monde, et voilà, c'était la fin d'une humanité, et on est dans l'ère de la Seconde Humanité. Mais après, ça va rester un roman très intimiste, puisqu'on va surtout suivre un personnage en particulier, qui est Doug Gebert, qui est écrivain,
qui vieillit et qui malheureusement oublie de plus en plus de choses. Donc, certainement qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et notamment, ça commence avec notre Doug qui se rend à la police pour dire qu'il est coupable d'un crime. Et puis en même temps, il est très perturbé puisqu'il a écrit des textes, les originaux de ces textes ont été volés. Donc comme c'est un écrivain très 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 connu, la police est un peu sur tous les fronts pour essayer de retrouver ses originaux. Et voilà, on va suivre Doug. Alors ça peut être perturbant, on a échangé un petit peu parce qu'il y a un groupe Instagram. Ça peut être un peu perturbant puisque on suit Doug à des époques différentes. Il y a des flashbacks. Voilà, donc c'est un petit peu perturbant parce on sait pas à quel moment ça se situe. Si c'est lui qui l'imagine, parce que comme voilà, il perd la mémoire, est-ce qu'il imagine ce qu'il dit, est-ce qu'il imagine ces scènes ou pas est-ce que voilà, c'est la folie qui commence à l'atteindre c'est un peu étrange. Alors, il est entouré aussi d'un homme qui l'aide, qui va notamment l'aider pour cette histoire de meurtre, et puis d'une aide à domicile, à laquelle il donne un drôle de nom. On a l'impression que c'est un robot. Ouais, je me suis posé des questions aussi sur son aide à domicile. On se demande qui elle est vraiment. On se doute qu'il y a autre chose aussi. Bon, bien sûr, vous aurez les réponses à la fin. Mais voilà, moi, j'ai bien aimé. Je sais que, bon, pour certaines personnes, ça ne l'a pas trop fait. Mais bon, moi, j'ai bien aimé parce que justement, il y a des passages où on se dit, mais est-ce que c'est lui qui... Enfin, est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il imagine? Est-ce qu'il a vraiment vécu tout ça? Il y a des références, effectivement, à la première humanité. Une recherche archéologique qui demande à un archéologue de retrouver des artefacts appartenant à la première humanité. Donc nous, encore une fois, donc c'est un peu étrange de voir ça dans le roman. Et j'ai beaucoup aimé suivre Doug. C'est un personnage vraiment attachant. On voit toute la cruauté aussi des gens face à des personnes qui vieillissent, qui perdent un peu la tête. Bon, voilà, le pauvre, il est filmé alors qu'il est dans une phase, effectivement, où il ne sait plus où il est. Et puis surtout, je trouve qu'il y a un superbe hommage dans ce roman aux arts. À l'art quel qu'il soit, aussi bien la peinture qu'à la sculpture, enfin vraiment en disant que l'art c'est ce qui nous reste en fait, l'importance de l'art et surtout l'importance de l'écriture. Et bon, évidemment moi je n'écris pas, mais le fait effectivement d'être une grande lectrice, ça marque forcément. Il y a un très très bel hommage effectivement au travail d'écriture, à l'écriture pour ne pas oublier déjà pour Doug, mais aussi pour raconter son histoire, son passé, un moyen de se raccrocher à quelque chose, aussi un moyen de s'évader. Il y a un moment où il est quand même mis en garde à vue. Et effectivement, il s'évade grâce à l'écriture. Il repense à ce qu'il a écrit, à ce qu'il a vécu. C'est vraiment des très beaux passages. Et je trouve que l'auteur fait vraiment un très bel hommage à l'écriture. Et rien que ça, c'était vraiment très beau parce qu'en tant que lecteur ou lectrice, on s'y retrouve forcément, quoi. On sait à quel point c'est important de lire. On sait à quel point il y a forcément un livre qui correspond. Voilà, enfin, les gens qui ne lisent pas, on se dit, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le livre qui leur correspond. Mais il y a forcément, voilà, pour chaque lecteur, il y aura forcément un et plusieurs livres qui les marquera, qui marquera leur vie, voilà, qui les fera voyager, qui les fera s'évader. Et j'ai vraiment trouvé superbe cet hommage à l'écriture. C'est vraiment très très beau. Enfin voilà, encore une fois, ça a été franchement là... avec Les Chants de la Lune, Conjuration, ça a été aussi une superbe lecture. J'ai vraiment eu des très très belles lectures là, fin mars. Et bravo aux auteurs aussi de nous faire nous évader, nous faire rire, nous émouvoir et nous poser des questions aussi. Voilà, mille merci pour tout ça parce que c'est vraiment toujours un voyage extraordinaire quand on ouvre un livre. Et le tout dernier dont je vais vous parler, celui-là aussi était très très bien. Voilà. Il m'a fait me poser mille et une questions. C'est Un soupçon d'humanité de Loïc Henry au label Mu, qui est un label des éditions Nemos. Alors là, nous sommes dans le futur et on va parler d'IA, on va parler de transhumanisme, on va parler d'humain augmenté, de réalité augmentée, on va parler de nanotechnologie, de génétique, de manipulation génétique. Voilà, tous ces sujets. Alors,
L'auteur aurait pu faire un livre beaucoup plus gros, hein, parce que voilà, c'est des sujets tellement d'actualité, hein, parce qu'on est quand même dedans, hein, même si on s'en rend pas forcément compte. C'est quelque chose qui fait très peur aussi. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur, d'une part, n'a pas du tout un discours manichéen dans son roman. C'est-à-dire qu'il nous montre aussi les bienfaits de l'IA. Là, on est dans un monde où, pour la plupart, les pays sont gouvernés par des IA. Alors bien sûr, il y a quand même des humains derrière, mais ils sont gouvernés par des IA. Ce qui fait qu'il n'y a plus tous les sentiments humains que peuvent être la jalousie, l'avidité, la vengeance, du fait qu'il n'y a plus de guerre. Grâce aux IA, on a quasiment éradiqué toutes les maladies. Ça permet d'aider beaucoup les personnes handicapées. Voilà, c'est un monde, voilà, faut pas non plus, oui, il y a des débordements avec l'IA, on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps. Il y a comment, des textes qui ont été pillés, des textes d'auteurs et d'autrices qui ont été pillés pour servir à alimenter une intelligence artificielle sans qu'on leur demande leur avis. D'ailleurs, il y a des plaintes qui ont été portées contre cette société qui a cette IA. C'est vrai que c'est scandaleux, mais en même temps, et ça peut aussi nous apporter des bienfaits, et ben, on le voit, mais euh, même l'humain augmenté, enfin, c'est un peu comme si on demandait à un aveugle s'il voulait revoir, quoi. Enfin, évidemment, il va pas dire non. Et tout ça, l'IA le permet, l'homme augmenté le permet aussi, enfin, toutes les technologies, la nanotechnologie aussi le permet. Enfin, voilà, on va parler de cancer. Bah, effectivement, grâce aux nanotechnologies, il n'y a plus de cancer. Et justement, ça nous touche tous, de près ou de loin. Donc, comment dire non face à une telle technologie, là, sachant qu'effectivement, il y a quasiment, il y a que, effectivement, encore une fois, il y a ce clivage. On n'en parle pas beaucoup, mais l'auteur ne pouvait pas non plus, je veux dire, il aurait pu faire 150 000 tomes avec tous ces sujets, mais il y a des pays très pauvres qui n'ont pas accès aux IA. Les tout petits pays ne sont pas passés par l'IA non plus pour être gouvernés parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà, c'est ce qu'on sait en gros. On sait qu'en Europe, en tout cas, ce sont les IA qui gouvernent et ça se passe bien. Et bon. Même les humains ne sont quasiment plus obligés de travailler, quoi. C'est vraiment le monde idéal. Sauf que un jour, un des PDG, je crois, enfin un gars qui a un poste très important dans une société de sécurité, va être abattu par un drone suite à l'ordre d'une intelligence artificielle. Donc là, évidemment, on se dit, il y a quelque chose de pourri qui ne va pas. Évidemment, vous doutez bien que tout ne va pas être tout rose dans ce monde d'IA, et on va du coup suivre deux policiers qui vont enquêter. Et ça, c'est l'autre partie que j'ai beaucoup aimée, c'est que par le biais de cette enquête, on va découvrir le monde dans lequel évoluent les humains à cette époque-là, avec voilà, toutes ces technologies qui ont vraiment pris une place prépondérante dans la vie des humains. Notamment le policier qu'on va suivre, et je sais plus si j'ai son nom. Non, c'est pas noté. Le policier qu'on va suivre, il a un peu... bah, il en a un petit peu marre, parce qu'il travaille aussi avec une IA sur l'enquête, bah, qu'en fait, il a l'impression de servir à rien, quoi. Il dit qu'il est complètement dépassé, ils sont tous dépassés par l'IA. Puis un peu la nostalgie, en fait, peut-être d'un temps qu'il n'a pas connu, mais où il n'y avait pas des intelligences artificielles à tous les coins de rue. Marre un peu aussi de se sentir inutile. En même temps, on va suivre aussi d'autres personnages. Une jeune fille qu'elle refuse, parce que par exemple, bah, tous les humains quasiment ont une puce qui leur permet bah, de tout payer grâce à la puce. Enfin, ça leur permet d'accéder à plein de choses. Elle a refusé, elle prend le minimum vital dont elle a besoin au niveau de l'intelligence artificielle. Voilà, elle essaie de vivre en dessous des radars. On comprend aussi que c'est une véritable génie, en fait, cette jeune fille, que son grand-père était lui aussi un génie, qu'il a fait beaucoup pour les intelligences artificielles. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent complètement en dehors de ce monde-là, qui vivent regroupés dans des coins de nature où il n'y a... c'est des coins, ce qu'on appelle... Comment on appelle ça blanc, je sais plus comment on dit exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un portable qui peut capter, quoi. Des zones blanches, voilà, c'est ça, des zones blanches où, voilà, et c'est voulu, et c'est respecté, on les laisse vivre. Alors, certains peuvent paraître un peu pour des marginaux, un peu foufou, mais on les laisse vivre en paix, on va pas les embêter. Sauf que là, évidemment, avec cet assassinat, ça remet plein de choses en question. Voilà, donc on va suivre plusieurs personnages comme ça, on va suivre ceux qui... c'était Just... Saveninge, l'homme qui a été tué. On va suivre aussi voilà, les personnages qui étaient proches de lui.
C'est pareil, on va voir comment se passent les naissances, enfin tout est programmé en fait. C'est voilà, ça fait un peu robotique comme monde, mais voilà, j'ai beaucoup aimé la vision de l'auteur parce que c'est pas manichéen, c'est pas tout mauvais, mais en même temps ça amène à se poser beaucoup de questions sur les intelligences artificielles. Puis derrière, évidemment, derrière cette enquête, il y a des choses beaucoup plus importantes qui vont se dessiner. Il y a tout un complot voilà, qui existe. On va découvrir plein de choses, je ne vais pas trop vous en dire, mais franchement, il est vraiment très prenant parce que voilà, l'auteur nous fait découvrir voilà, tous les sujets que je vous ai énoncés au début de la chronique, mais sous le biais d'une enquête. Donc ça rend le truc vraiment passionnant parce qu'on se dit, mais comment ça a pu arriver, quelle est en fait la finalité de tout ça, et vraiment c'était bien. Je ne sais pas si vous voyez l'image, on voit une jeune fille entourée voilà, de robots qui ont l'air de l'observer, c'est Big Brother version IA. C'est vraiment génial, j'ai adoré. Il y a des en-têtes de chapitres aussi qui nous expliquent comment on en est arrivé là, qui datent de 2000, des années 2000 et qui expliquent voilà, les lois qui ont été passées aussi au niveau des IA. Et il y a toujours cette règle qui dit que effectivement les robots, les intelligences artificielles ne doivent absolument pas nuire à l'être humain. C'est une loi qu'on retrouve beaucoup. Bah, je me demande si c'est pas... on le retrouve notamment dans le cycle des robots d'Asimov. Alors je me demande si c'est pas lui qui est un peu à l'origine de ça d'ailleurs, cette loi fondamentale. Bon, en tout cas, c'est lui qui l'a popularisée. On retrouve. Et du coup, ben, cette loi, elle est très 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 importante. Alors, encore une fois, je n'ai pas trop vous en dire, mais voilà, ça m'en fait penser parfois à certains films aussi, voilà, où on parle de robots, on parle d'intelligence artificielle et des rapports entre les robots et les humains aussi. C'est vraiment un livre excellent. Voilà, c'est vraiment, ça m'a posé plein de questions. Ça m'a donné une autre vision aussi de l'IA, c'est-à-dire que c'est pas complètement mauvais, c'est-à-dire qu'on est déjà dedans, donc ben, on s'en rend pas forcément compte et peut-être qu'il va falloir qu'on ouvre un peu les yeux aussi, qu'on fasse un petit peu plus attention. Voilà, et en espérant aussi qu'il n'y ait pas un clivage, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des humains à qui on va, genre, un exemple, je prends au pif, on va leur implanter des puces et on n'aura plus besoin de rien apprendre et on aura un véritable banque Wikipédia en mieux dans la tête. Mais il ne faut pas qu'il y ait un clivage, c'est-à-dire qu'une partie de la population voit ses capacités augmenter, qu'elles soient physiques ou mentales, et que l'autre partie de la population ne l'est pas. Voilà, je trouve que ça pose plein de questions comme ça aussi, et c'était vraiment très intéressant. C'est un livre qui nous amène à réfléchir, et du coup, c'est vraiment, je trouve, un livre essentiel à notre époque, parce qu'on est déjà dedans, et voilà. Et en même temps, il ne faut pas complètement noircir non plus le tableau. Il n'y a pas que des mauvaises choses, hein. La preuve, on commence à voir des gens avec des prothèses de plus en plus performantes, des gens qui ont perdu un bras, une jambe. Je veux dire, c'est quand même une sacrée avancée, quoi. Enfin, il faut se mettre à la place de ces personnes, ou des personnes qui sont atteintes de maladies très graves. Si ça permet de pouvoir guérir de ces saloperies de maladies, comment dire non? Alors après, effectivement, il faut faire attention, il faut qu'il y ait des garde-fous. La place de l'humain est un peu plus importante, justement, pour surveiller tout ça et faire attention qu'il n'y ait pas de débordement. Mais en tout cas, franchement, si vous avez des questionnements sur voilà, toutes ces technologies, ce livre, il se lit très bien, hein, il n'est pas trop complexe au niveau, par contre, voilà, il est vraiment très abordable. C'est pas comme Les Chants de la Lune où vraiment on est dans, je pense, dans la l'art SF. Là, c'est vraiment très abordable puisqu'il y a cette enquête et les personnages bah, sont très humains. Et voilà, ça pose plein de questions et en même temps, ça fait réfléchir et en même temps, ça reste très abordable. Donc, un livre que je vous conseille, bon, c'est pareil, hein. On est toujours sur la même maison d'édition, Nemos, donc généralement, ils ont quand même des livres de qualité. Donc, c'est pareil, voilà, c'est les dernières lectures que je vous ai présentées, là, c'est vraiment pépite. Allez-y, les yeux fermés si vous aimez ces sujets-là, bien sûr. J'ai vraiment adoré. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, que vous en avez pensé, si je vous ai tenté avec certaines de ces lectures. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je suis toujours curieuse de voir quelles sont vos lectures. Je suis en train de lire des livres très différents en ce moment. À chaque fois, j'oublie de vous présenter mes lectures. J'ai commencé Le Souffle d'Infinité. C'est le tome 2 de la saga Eren de Tali Perrault. C'est de la romance historique. Et puis, dans le même temps, j'ai reçu en service presse Polaris. Alors, c'est l'intégrale du cycle 1, le cycle Azur de Philippe Tessier. Donc là, on est dans du post-apo, mais bien après, voilà, après que les humains aient quitté la Terre et ils vivent sous l'eau, tout simplement. Voilà, donc il y a eu déjà un bon background, il y a toute une histoire derrière quand on commence le roman et on voit comment la planète s'est divisée, puisqu'évidemment,
Il y a différentes factions, différents pays, gouvernements, enfin c'est pas vraiment des pays, enfin c'est sous l'eau, mais voilà, ça c'est encore, encore une fois l'humain, voilà, c'est divisé en plusieurs zones plus ou moins importantes, qui ont chacune leur particularité. Alors c'est pareil, une lecture assez exigeante, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!